Dans une station-service européenne, une hausse de quelques centimes peut sembler minuscule. Presque banale. Presque trop petite pour mériter un mot comme guerre. Et pourtant, c'est souvent ainsi que les grands basculements commencent. Pas d'abord par une carte militaire que tout le monde regarde. Pas d'abord par un discours solennel. Mais par une tension lointaine qui remonte lentement dans le pétrole, dans les routes maritimes, dans les primes de risque, dans les marchés, puis dans la vie ordinaire. Quand on parle d'une guerre entre Israël, l'Iran et les États-Unis, beaucoup imaginent immédiatement une seule question. Est-ce qu'elle peut devenir une guerre mondiale? Mais ce n'est pas forcément la première bonne question. La vraie question, c'est plutôt celle-ci. Jusqu'où une telle guerre peut-elle aller avant même d'atteindre ce seuil extrême? Peut-elle rester un échange de frappes? Peut-elle embraser le Liban, la Syrie, l'Irak, le Golfe? Peut-elle transformer le détroit d'Ormuz en arme économique? Peut-elle faire exploser les prix de l'énergie, dérégler les chaînes commerciales, raviver l'inflation et forcer l'Europe à encaisser un choc qu'elle n'a pas choisi? Peut-elle pousser Washington à s'enfoncer plus profondément dans un conflit qu'il prétend seulement contenir? Et surtout, à partir de quel moment une guerre régionale cesse-t-elle d'être régionale, même sans devenir officiellement mondiale? Parce que c'est là tout le piège. Une guerre n'a pas besoin d'envahir toute la planète pour devenir un problème mondial. Il suffit qu'elle touche les bons détroits, les bons alliés, les bons flux d'énergie, les bons marchés, les bons nerfs financiers. Et dans cette région, presque tout ce qui compte pour l'économie mondiale se trouve déjà sous tension. Voilà ce que nous allons démonter dans cette vidéo. D'abord, nous allons voir pourquoi ce type de guerre ne se résume presque jamais à un face-à-face simple entre trois États. Sur le papier, on peut croire à une confrontation entre Israël, l'Iran et les États-Unis. Dans la réalité, une telle guerre s'étend presque toujours par cercles successifs, à travers des relais régionaux, des milices alliées, des bases militaires, des routes maritimes, des infrastructures énergétiques et des partenaires entraînés malgré eux dans l'escalade. Ensuite, nous allons répondre à la question centrale. Jusqu'où cette guerre peut-elle vraiment aller? Jusqu'à quel niveau militaire? Jusqu'à quel niveau régional? Jusqu'à quel niveau économique? Et jusqu'à quel point peut-elle transformer une crise du Moyen-Orient en choc global pour l'énergie, l'inflation, les marchés et la croissance? Puis, nous verrons pourquoi la limite la plus dangereuse n'est pas forcément celle que l'imaginaire collectif privilégie. Le scénario le plus inquiétant n'est pas seulement celui d'une guerre totale avec des armées se faisant face partout, comme dans une vision classique du XXe siècle. Le scénario le plus inquiétant, c'est aussi celui d'une guerre prolongée, fragmentée, multifront, suffisamment grave pour dérégler les grandes artères de l'économie mondiale, mais suffisamment diffuse pour ne jamais déclencher immédiatement une réponse claire et stabilisatrice des grandes puissances. Autrement dit, la question n'est pas seulement de savoir si cette guerre peut aller très loin. La question est de comprendre comment elle peut aller très loin sans changer officiellement de nom. Et pour y répondre, nous allons suivre trois niveaux. Le niveau militaire d'abord, pour voir comment l'escalade peut sortir du cadre Israël-Iran et attirer plus directement les États-Unis. Le niveau régional ensuite, pour comprendre comment le Liban, la Syrie, l'Irak, la mer Rouge ou le Golfe peuvent devenir les extensions naturelles du conflit. Et enfin le niveau systémique, celui que beaucoup regardent trop tard. Le pétrole, le détroit d'Ormuz, les routes maritimes, les prix, l'inflation importée, les taux, la confiance et la croissance. Car c'est souvent là que la guerre change de nature. Elle ne reste plus une affaire de missiles, de drones et de frontières. Elle devient aussi une affaire de cargaison, de marché, de crédit et de vie quotidienne. Si l'on veut répondre honnêtement à cette question, jusqu'où cela peut-il aller? Il faut donc abandonner les images simples. Ce conflit n'avance pas en ligne droite. Il avance par propagation. Et parfois, la propagation est plus dangereuse que l'explosion initiale. Ce conflit ne naît pas dans un vide. Il s'installe dans une région qui concentre déjà, depuis des décennies, plusieurs lignes de fracture en même temps, la sécurité d'Israël, la puissance régionale iranienne, la présence militaire américaine, les rivalités entre puissances du Golfe, les réseaux armés alliés de Téhéran. Et surtout une géographie énergétique qui donne à chaque escalade une portée bien plus large que ses frontières immédiates. Pour comprendre jusqu'où une guerre entre Israël, l'Iran et les États-Unis peut aller, il faut partir d'un point simple. Le Moyen-Orient n'est pas seulement une zone de confrontation militaire. C'est aussi une zone de circulation vitale. On y trouve des détroits, des bases, des corridors maritimes, des terminaux énergétiques,
des infrastructures pétrolières et des alliances de sécurité qui relient directement la région à l'économie mondiale. Autrement dit, ici, la guerre ne touche jamais seulement des territoires. Elle touche aussi des flux. C'est ce qui rend cette région différente. Dans d'autres conflits, l'escalade reste parfois enfermée dans l'espace militaire. Ici, ce n'est presque jamais le cas. Dès qu'une guerre s'élargit un peu, elle menace l'énergie, le commerce maritime, les assurances, les coûts de transport, les anticipations de marché et la stabilité politique des États voisins. Elle cesse alors d'être une simple guerre locale. Elle devient une perturbation systémique potentielle. Il faut aussi rappeler que l'affrontement entre Israël et l'Iran n'est pas, à l'origine, une guerre classique de frontière contre frontière. Pendant longtemps, il s'est structuré de manière indirecte. Frappes ciblées, guerre de l'ombre, sabotage, cyberopérations, renseignements, soutien à des relais armés, pression sur les alliés régionaux, démonstration de force calibrée pour rester sous le seuil d'une guerre totale. C'est précisément cette longue habitude de confrontation indirecte qui rend l'escalade actuelle si dangereuse. Parce qu'un système conçu pour rester en dessous du point de rupture peut, un jour, le franchir brutalement. Les États-Unis, eux, occupent une place particulière dans cette mécanique. Washington n'est pas un acteur extérieur qui observerait la crise de loin. Il dispose de forces, de bases, d'alliances, de garanties de sécurité, d'intérêts énergétiques et d'intérêts stratégiques directement liés à l'équilibre régional. Cela signifie qu'à partir d'un certain seuil, une guerre entre Israël et l'Iran ne peut presque plus rester strictement bilatérale. Elle aspire mécaniquement la puissance américaine, soit par choix stratégique, soit par logique d'alliance, soit par nécessité de protéger ses propres positions dans la région. C'est là le vrai socle du problème. Quand une guerre éclate dans cet espace, elle ne progresse pas seulement en kilomètres conquis ou en cibles détruites. Elle progresse en cercles. Un premier cercle militaire. Un deuxième cercle régional. Un troisième cercle économique. Et parfois, le troisième cercle finit par peser presque autant que le premier. Voilà pourquoi la question « jusqu'où cela peut-il aller ?» ne doit pas être comprise uniquement comme une question de carte militaire. Elle doit être comprise comme une question d'élargissement progressif. Élargissement des frappes. Élargissement des acteurs. Élargissement des coûts. Élargissement des conséquences. Et dans une région comme celle-ci, ce genre d'élargissement peut aller très loin, bien avant d'atteindre la forme spectaculaire d'une guerre mondiale. Ce qui est en train de se passer n'est donc pas simplement une montée de tension supplémentaire au Moyen-Orient. Ce n'est pas un épisode de plus dans une région habituée aux crises. Ce qui est en train de se passer, c'est le passage d'un modèle de confrontation indirecte à un modèle de guerre potentiellement beaucoup plus ouvert, plus large et plus difficile à contenir. Pendant longtemps, l'équilibre régional reposait sur une logique brutale mais reconnaissable. Israël frappait pour empêcher certaines capacités de se consolider. L'Iran répondait de manière asymétrique, souvent à travers des relais ou des pressions calibrées. Les États-Unis soutenaient Israël, protégeaient leur position régionale et tentaient, en parallèle, d'éviter une guerre totale qu'ils savaient coûteuse et imprévisible. Ce système était instable, mais il restait encore, la plupart du temps, sous le seuil d'un affrontement généralisé. Le problème, c'est que ce seuil a commencé à céder. Les opérations récentes ne ressemblent plus à de simples messages stratégiques. Elles touchent désormais à la capacité même des acteurs à préserver la crédibilité de leur puissance. Israël ne veut pas laisser intactes des capacités iraniennes jugées trop dangereuses. L'Iran ne peut pas absorber des frappes répétées sans montrer qu'il conserve des moyens de riposte. Et les États-Unis ne peuvent pas laisser leur position régionale, leurs alliés ou les grandes routes énergétiques être menacées sans être aspirés plus directement dans la confrontation. Autrement dit, nous ne sommes plus dans une simple logique de signal. Nous sommes dans une logique d'engrenage. Et cet engrenage suit déjà plusieurs directions à la fois. La première, c'est l'élargissement des cibles. On ne parle plus seulement de sites militaires isolés ou d'opérations clandestines. On parle d'infrastructures, de bases, d'installations énergétiques, de routes maritimes, de navires et d'espaces de circulation qui donnent à chaque frappe une conséquence beaucoup plus large que son objectif tactique immédiat. La deuxième, c'est l'élargissement des acteurs concernés. Même si, formellement, la guerre oppose d'abord quelques protagonistes centraux, la région entière est structurée de telle sorte que d'autres espaces deviennent presque automatiquement des prolongements du conflit. Le Liban par le Hezbollah. L'Irak par les groupes armés liés à l'Iran.
La Syrie par la profondeur logistique et militaire. La mer Rouge par la pression sur les routes commerciales. Le Golfe par la vulnérabilité des terminaux, des bases et des exportations énergétiques. Cela signifie qu'une guerre peut s'étendre sans déclaration solennelle d'élargissement. Elle s'étend par activation successive de points déjà fragiles. La troisième, c'est l'élargissement des conséquences économiques. C'est ici que beaucoup de gens continuent à sous-estimer le danger. On imagine souvent que le vrai basculement serait une entrée officielle de nouveaux pays dans la guerre. Mais le basculement le plus réaliste, et peut-être le plus dangereux à court terme, est ailleurs. Il se produit au moment où une guerre encore officiellement régionale commence à perturber durablement les flux pétroliers, l'assurance maritime, le fret, les anticipations d'inflation, les taux d'intérêt et la confiance des marchés. À ce stade, la guerre change de nature. Elle cesse d'être seulement militaire. Elle devient une machine à produire du risque systémique. C'est pour cela que la vraie lecture du moment est plus exigeante que le simple commentaire géopolitique. Il ne s'agit pas seulement de se demander si l'on va vers plus de frappes. Il faut se demander si l'on entre dans une séquence où aucun acteur central ne peut reculer facilement sans paraître céder, alors même que chacun sait qu'un élargissement trop brutal deviendrait extrêmement coûteux. Et c'est précisément ce type de configuration qui rend les guerres dangereuses. Non pas quand tout le monde veut la guerre totale, mais quand personne ne veut paraître perdre la main dans une crise déjà devenue trop visible pour être ignorée. Voilà donc ce qui se passe vraiment. Nous ne regardons pas seulement une crise de plus. Nous regardons un système régional en train de perdre ses anciens garde-fous. Et une fois que ces garde-fous cèdent, la question n'est plus seulement qui tire le prochain missile. La vraie question devient, quels cercles vont s'ouvrir ensuite? Pour répondre sérieusement à la question « jusqu'où cette guerre peut-elle aller ?», il faut sortir d'une vision binaire. Ce conflit ne suit pas une seule ligne. Il avance selon trois axes d'escalade distincts, qui peuvent se renforcer les uns les autres. Un axe militaire, un axe régional, et un axe systémique, c'est-à-dire économique et énergétique. C'est leur combinaison qui détermine jusqu'où la guerre peut réellement aller. Le premier axe, c'est l'escalade militaire directe. C'est le niveau le plus visible. C'est celui des frappes, des représailles, des bases touchées, des infrastructures visées et de l'implication croissante des forces américaines. Plus les opérations se multiplient, plus chaque acteur voit sa crédibilité engagée. Israël veut empêcher l'Iran de conserver des capacités qu'il juge stratégiquement inacceptables. L'Iran veut montrer qu'il peut encore infliger un coup réel à ses adversaires. Et les États-Unis, à mesure que leurs forces, leurs alliés ou leurs voies de circulation sont touchées, sont poussés vers une implication plus directe. C'est ce premier axe qui ouvre la possibilité d'une guerre beaucoup plus large qu'un simple échange de frappes ponctuelles. Pas nécessairement une invasion totale classique, mais une campagne durable contre des sites militaires, énergétiques, logistiques et étatiques. À partir de là, le seuil change. La question n'est plus seulement qui répond. La question devient combien de couches du système adverse veut-on détruire pour rétablir la dissuasion. Et plus cette logique progresse, plus le risque d'erreur de calcul devient élevé. Une frappe de trop, une base trop importante, une perte américaine supplémentaire, ou une atteinte majeure à une installation critique peuvent suffire à faire passer le conflit dans une phase beaucoup plus difficile à freiner. Le deuxième axe, c'est l'escalade régionale. C'est souvent là que les guerres du Moyen-Orient changent d'échelle sans changer officiellement de nom. Car une guerre entre Israël, l'Iran et les États-Unis n'est jamais enfermée dans trois capitales. Elle rayonne immédiatement à travers les espaces déjà fragiles qui entourent le conflit. Le Liban, la Syrie, l'Irak, le Golfe, la mer Rouge. Toutes ces zones peuvent devenir des extensions naturelles de la guerre, non parce qu'un sommet international l'aurait décidé, mais parce que les réseaux militaires, les alliés, les bases et les routes de circulation y sont déjà imbriqués. Ce deuxième axe est crucial parce qu'il change la nature du calcul stratégique. Tant qu'un conflit reste relativement contenu, chaque camp peut encore croire qu'il contrôle son tempo. Mais dès que plusieurs théâtres secondaires deviennent actifs, le centre de gravité se brouille. Les ressources militaires se dispersent. Les lignes rouges deviennent plus nombreuses. Les risques de surréaction augmentent. Et surtout, des États qui ne voulaient pas être au cœur de la guerre se retrouvent à gérer des conséquences directes sur leur sécurité, leurs exportations, leurs infrastructures ou leur stabilité politique. Autrement dit,
La guerre s'étend non pas seulement parce que les acteurs veulent plus de guerre, mais parce que la géographie régionale transforme presque mécaniquement chaque choc central en onde de réplique périphérique. Le troisième axe, c'est l'escalade systémique. Et c'est probablement le plus sous-estimé. Car une guerre peut aller très loin sans devenir officiellement mondiale, à condition de toucher les bons nœuds de l'économie internationale. Le détroit d'Ormuz en est l'exemple parfait. Et c'est ici que l'on comprend jusqu'où cette guerre peut vraiment aller. Elle peut aller jusqu'au prix du pétrole, jusqu'au coût du fret, jusqu'aux primes d'assurance maritime, jusqu'aux anticipations d'inflation, jusqu'au taux d'intérêt, jusqu'au budget carburant des ménages européens, jusqu'aux marges des entreprises, jusqu'au crédit immobilier, jusqu'à la croissance. Le plus important, c'est que ce troisième axe ne demande même pas une fermeture totale et absolue pour produire des dégâts mondiaux. Il n'est pas nécessaire de tout bloquer pour faire monter la tension. Il suffit de rendre le passage sélectif, risqué, politiquement conditionnel et logistiquement incertain. À ce moment-là, le détroit cesse d'être seulement un passage maritime. Il devient une arme de tri, de pression et de perturbation. Voilà la mécanique complète. Par l'axe militaire, la guerre peut aller vers une destruction plus profonde des capacités étatiques et un engagement américain accru. Par l'axe régional, elle peut élargir le nombre de fronts actifs et entraîner davantage d'acteurs sans déclaration de guerre générale. Par l'axe systémique, elle peut transformer une guerre du Moyen-Orient en crise mondiale de l'énergie, des prix et de la croissance. Et c'est précisément pour cela que la bonne réponse à la question « jusqu'où cela peut-il aller ?» est plus inquiétante que beaucoup ne l'imaginent. Cette guerre peut aller très loin avant même d'être appelée guerre mondiale. Elle peut aller jusqu'au point où la planète entière en paie le coup, sans que la carte officielle du conflit semble encore tout à fait correspondre à cette réalité. Dans une économie comme celle de la France, les conséquences d'une telle guerre n'arrivent presque jamais sous la forme d'un choc unique et instantané. Elles arrivent par transmission. D'abord par l'énergie, puis par les coûts de transport, puis par les prix importés, puis par les anticipations d'inflation, puis, enfin, par le crédit, la confiance et la croissance. C'est cette chaîne qu'il faut comprendre. La première conséquence, c'est évidemment le pétrole. Pour la France et pour l'Europe, cela signifie quelque chose de très concret. Même si tout le pétrole consommé en Europe ne vient pas directement du Golfe, les prix de l'énergie restent mondiaux. Si l'Asie, les raffineurs, les transporteurs et les acheteurs européens doivent tous se repositionner dans un marché brutalement tendu, alors le choc se diffuse partout. Autrement dit, on n'a pas besoin d'une pénurie physique immédiate dans chaque pays européen pour subir une hausse réelle des coûts. Il suffit que le prix mondial se retende durablement. La deuxième conséquence, c'est le transport. Quand les routes maritimes deviennent plus risquées, les coûts d'assurance montent, les itinéraires se compliquent, les délais se dégradent et les entreprises doivent absorber davantage d'incertitudes. C'est ainsi qu'un conflit lointain commence à renchérir des chaînes logistiques qui semblaient, en apparence, totalement déconnectées du champ de bataille. La troisième conséquence, c'est l'inflation importée. Et c'est là que la guerre devient concrète pour la vie quotidienne. Jusqu'où peut-elle aller? Jusqu'au budget carburant d'un ménage qui dépend de sa voiture. Jusqu'à la facture de livraison d'une petite entreprise. Jusqu'au coût des billets d'avion, du chauffage, de certaines denrées importées, de nombreux produits transportés sur de longues distances. Jusqu'au moment où une famille ne dit plus seulement l'essence remonte, mais commence à sentir que tout l'équilibre de son budget redevient plus fragile. La quatrième conséquence, c'est la politique monétaire. Si un nouveau choc pétrolier ravive l'inflation ou ralentit sa décrue, les banques centrales ont moins de marge pour assouplir rapidement. Or cela compte énormément pour l'Europe. Parce qu'une énergie plus chère ne pèse pas seulement sur les prix, elle pèse aussi sur le timing des baisses de taux, sur le coût du financement, sur l'investissement et sur l'immobilier. La cinquième conséquence, c'est la croissance européenne elle-même. Si le choc dure, l'Europe pourrait avoir à gérer en même temps une énergie plus chère, des flux commerciaux plus incertains, une inflation extérieure plus tenace et des conditions financières moins favorables. C'est précisément ce mélange qui rend ce type de guerre dangereux pour un continent qui n'en serait pourtant pas l'épicentre militaire. Voilà pourquoi la réponse, pour la France et pour l'Europe, est assez claire. Cette guerre peut aller très loin sans qu'un missile tombe sur Paris ou sur Berlin. Elle peut aller jusqu'au prix, jusqu'au taux, jusqu'à la confiance, jusqu'aux décisions de consommation.
jusqu'aux investissements reportés, jusqu'à une croissance plus faible. Et dans certains cas, cela suffit déjà à transformer une guerre régionale en crise politique et économique ressentie à grande échelle. Le verdict est donc le suivant. Oui, une guerre entre Israël, l'Iran et les États-Unis peut aller très loin. Beaucoup plus loin qu'un simple échange de frappes. Mais elle n'a pas besoin de devenir officiellement une guerre mondiale pour produire des effets mondiaux. C'est même là le point le plus important. Le scénario le plus grave n'est pas forcément celui que l'imaginaire collectif visualise en premier, avec une carte soudain entièrement embrassée et des grandes puissances entrant toutes en guerre de manière formelle. Le scénario le plus grave, le plus réaliste à court terme, c'est celui d'un conflit durablement multifront, partiellement fragmenté, assez intense pour désorganiser l'énergie, le commerce maritime, les prix et la confiance. Mais pas assez clair pour déclencher rapidement une stabilisation politique décisive. Autrement dit, cette guerre peut aller jusqu'à 3 seuils. D'abord, un seuil militaire, avec une destruction plus large des capacités iraniennes, des représailles plus profondes, et une implication américaine de moins en moins indirecte. Ensuite, un seuil régional, avec le Liban, l'Irak, la Syrie, le Golfe et les routes maritimes transformées en extension du conflit. Enfin, un seuil systémique, où la guerre cesse d'être seulement une affaire de sécurité pour devenir une crise de l'énergie, de l'inflation, du crédit et de la croissance. Et c'est sans doute là que se trouve la réponse la plus honnête à la question de départ. Jusqu'où cela peut-il aller ? Jusqu'au moment où les États directement impliqués ne sont plus les seuls à payer le prix. Jusqu'au moment où des ménages européens, des entreprises asiatiques, des banques centrales, des marchés obligataires et des gouvernements éloignés du champ de bataille commencent eux aussi à absorber les conséquences d'une guerre qu'ils ne contrôlent pas. À partir de là, 3 scénarios se dessinent. Le premier, c'est celui d'une désescalade relative. Pas une paix rapide. Pas une réconciliation. Mais un retour à une confrontation plus indirecte, avec des frappes plus limitées, une circulation énergétique partiellement rétablie et des marchés qui recommencent à croire que le pire peut être évité. C'est le scénario le moins destructeur, mais il suppose que chaque camp accepte de ne pas pousser trop loin la logique de crédibilité. Le deuxième, c'est celui d'une guerre longue sous seuil mondial. C'est probablement le scénario le plus plausible si personne ne recule vraiment, sans pour autant vouloir l'explosion totale. Dans ce cas, la guerre reste officiellement régionale, mais elle continue de contaminer le pétrole, le fret, l'inflation, les taux et la croissance pendant des mois. Et pour l'Europe, ce scénario suffit déjà à produire un vrai problème économique et politique. Le troisième, c'est celui de la rupture majeure. Une fermeture durable des grandes artères énergétiques. Une série de frappes sur des infrastructures critiques. Une implication américaine encore plus profonde. Et à ce moment-là, la crise ne serait plus seulement une guerre du Moyen-Orient avec conséquences mondiales. Elle deviendrait l'un des grands chocs structurants de l'économie internationale. Voilà pourquoi il faut se méfier des lectures trop simples. Cette guerre ne se mesure pas seulement au nombre de missiles tirés. Elle se mesure à sa capacité à élargir ses cercles de conséquences. Et dans une région où passe tant de flux vitaux, ces cercles peuvent s'étendre bien au-delà du champ de bataille. La vraie question n'est donc plus seulement de savoir qui frappera ensuite. La vraie question est de savoir combien de temps le système mondial peut rester stable si cette guerre continue d'avancer par propagation.